C'est bon. Bon, bonjour à toutes, bonjour à tous pour ce deuxième jour de braderie lilloise. Hier, on a eu les deux discours de nos députés du Nord, Adrien Quatennens et Ugo Bernalicis, qui racontaient leur première année de mandat et comment, à partir de maintenant, on devait continuer la lutte contre Macron. Vous le savez, dans cette lutte contre Macron, l'une des prochaines échéances électorales, ce sont les élections européennes. C'est d'ailleurs la prochaine échéance électorale. Il nous semblait donc important de donner la parole aujourd'hui à celles et ceux qui seront en première ligne de ce combat, nos candidats aux élections européennes. On a donc pour nous en parler le camarade Julien Poix, camarade lillois de l'espace des luttes, qui depuis déjà des années fait un travail acharné dans le Nord pour suivre les différentes luttes et les luttes syndicales notamment. On aura ensuite Sophie Rauser, camarade qui nous vient de Bruxelles et qui est la spécialiste pour la France Insoumise des questions d'Europe, puisqu'elle travaille au Parlement européen déjà depuis un certain temps. C'est ensuite Paul Zilmia qui prendra la parole. Paul qui est un militant des quartiers populaires à Roubaix. Les Roubaisiens sont en assistance. Et enfin c'est Laurent Courtois de l'Avesnois qui conclura. Laurent qui est un responsable syndical cheminot et qui fut bien évidemment l'un des fers de lance de la lutte contre la réforme ferroviaire, le pacte ferroviaire et l'ensemble de ce qu'a essayé et continue à faire passer Emmanuel Macron et les libéraux. Donc voilà, je laisse d'abord la parole à Julien. Merci Aurélien. Merci d'abord aussi à vous d'être présents et merci aussi aux militants et aux insoumis, aux insoumises de Lille qui ont tenu tout le week-end et y compris la nuit le stand de la France Insoumise et qui ont fait vraiment un très très beau stand. Je pense qu'on peut les applaudir, on peut être fiers d'eux. Merci Céleste, merci Francesco, merci à Francesco et Claire qui ont dormi cette nuit avec aussi un autre, il y avait aussi d'autres, Maxime qui les a rejoints. Voilà, donc c'est ça aussi, nous, notre force, hein, c'est que voilà, ceux en face de nous, on dit souvent qu'ils ont l'argent, ben nous on a les gens. On a des gens qui ont un cœur et qui s'investissent au quotidien, voilà, y compris le week-end, voilà, H24. Ils n'auront pas vu grand-chose de la braderie de Lille. Ils n'auront pas trop pu se promener à droite et à gauche dans la braderie, mais voilà, ils se sont investis tout le week-end pour vous offrir ce magnifique stand que je vous invite d'ailleurs à visiter juste après. Alors, ce qui nous réunit ici ce matin, c'est la question de l'Europe. Tout de suite, quand on parle de l'Europe, les gens ont envie de partir chez eux et de s'enfermer, de ne plus vouloir écouter ce qu'on leur dit. Parce que pour beaucoup de gens, surtout dans notre région ici, Hauts-de-France, l'Europe c'est beaucoup de malheur, c'est que du malheur même parfois. Alors, ça nous pose une question, c'est-à-dire que nous aussi l'enjeu qu'on va avoir, c'est d'aller, voilà, c'est un éternel combat quand on parle d'élections européennes dans notre région Hauts-de-France, c'est l'éternel combat contre l'abstention. L'abstention qui est la meilleure arme des puissants, l'abstention qui est la meilleure arme de cette Europe libérale, cette Europe capitaliste que nous on entend détricoter et qu'on entend reconstruire autrement, qu'on entend refonder sur la solidarité entre les peuples et non pas la solidarité entre ceux qui ont l'argent. Bon. Donc nous, là, les 6 mois qui s'ouvrent vont être déterminants. Nous allons mener avec la France Insoumise une campagne forcenée pour inscrire un maximum de gens sur la liste électorale. On parle des quartiers populaires, mais il n'y a pas que dans les quartiers populaires aussi, on parlera aussi de la ruralité. Dans le monde rural aussi, il y a une résignation qui gagne de plus en plus nos concitoyens. Et notre principal ennemi dans cette élection européenne, encore plus que dans les autres qui ont précédé, c'est la résignation, c'est l'abandon. Et cette Europe que l'on connaît depuis maintenant quasiment le commencement, cette Europe qui n'a comme seul moteur que la compétition économique entre les peuples, voilà, cette Europe, elle a nourri elle-même la résignation. Voilà. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup un discours de culpabilisation, les gens ne votent pas, les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans leur pays. Mais c'est faux. L'abstention que l'on connaît massivement depuis des années en France et en Europe, elle est d'origine politique en grande partie. Je regardais la dernière fois les chiffres de la participation dans certains pays, elle est énorme. Quand on pense à la Slovaquie par exemple, 56% aussi de nos concitoyens se sont abstenus en France aux dernières élections. Vous avez un écart énorme par contre. Tout le monde ne s'abstient pas aux élections européennes. Et ça, gardez-le bien en mémoire.
tout le monde ne s'abstient pas aux élections européennes. Quand on regarde à Paris, Paris-Centre ou à Lille-Centre, les taux de participation qui sont au-dessus de 50-60%. Et quand on va par exemple dans le sud du département, dans le Valenciennois par exemple, ou même dans la banlieue lilloise, on a des bureaux de vote, ou à Roubaix par exemple, qui s'abstiennent à plus de 70 voire 80%. Alors notre mission, ça va d'aller voir ces gens aussi, et de leur dire, voter, ça sert toujours. Sinon, les plus riches, ceux qui sont aussi dans les quartiers centraux, les plus éduqués politiquement, soi-disant, n'iraient pas voter non plus. Ils iraient aussi à la pêche, ils iraient aussi se promener. Si voter ne servait plus à rien. Donc tout l'enjeu pour nous, ça va être aussi de dire aux gens, vous êtes des citoyens comme les autres. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le devoir de vous exprimer aussi. Votre voix compte comme celle de l'autre. Alors ça va être un gros défi parce qu'on passe après 20 ans de politique libérale où les gens ne croient plus au discours politique que l'on porte. Mais ça, voilà, la résignation, c'est le poison mortel qui va devoir être combattu. Et cette Europe, ici libérale, elle joue de ça. Elle peut déplorer de façon hypocrite que l'abstention est trop forte, etc., etc. Mais que fait-elle pour montrer qu'elle va résoudre effectivement les problèmes quotidiens des gens? Alors, je vais faire rapide parce que sinon j'ai que 10 minutes, je vais un peu aussi m'étendre, c'est mon souci principal. Pourquoi envoyer des députés insoumis et des députées insoumises à l'Assemblée, à Bruxelles, au Parlement? Bonne question. En sachant que nous n'avons pas pour l'instant le pouvoir au niveau national et qu'une grande partie de nos stratégies aussi, notamment celle du plan A, plan B, elle s'inscrit dans une prise de pouvoir nationale. Eh bien nous allons constituer un groupe de résistance mais aussi un groupe offensif. Les députés insoumis seront ceux qui ne reculeront pas face au pouvoir financier. Et ce sont eux qui vont aussi enclencher les premières victoires, qui vont amener les changements qu'on appelle de nos voeux dans les différents États membres de l'Union européenne. Un exemple, une victoire, celle que Younous Omarjee, le député de la France Insoumise, a pu arracher au Parlement européen sur l'interdiction de la pêche électrique. Vous allez me dire, c'est un peu... c'est dérisoire, mais non, en tout cas, ça implique des choses très profondes au niveau économique, au niveau environnemental. C'est vraiment en parfaite adéquation avec ce qu'on veut porter au niveau de cette lutte européenne. Donc ce sont des députés de combat, des députés qui seront aussi des lanceurs d'alerte. On l'a vu sur la pêche électrique, mais on l'a vu aussi sur le glyphosate, sur d'autres sujets, sur le sujet de l'évasion fiscale, qui sera un gros point où nous combattrons avec d'autres forces. D'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais oui, j'insiste sur cette idée que les députés européens seront des lanceurs d'alerte. Juste un sujet que je voulais évoquer avec vous avant peut-être de laisser la parole à mes collègues, c'est cette question qui nous touche dans le Nord, dans les Hauts-de-France, dans nos familles. C'est celle de l'amiante par exemple. Cette question de l'amiante, elle recoupe toutes les problématiques. Celle du travail, celle de la santé, celle de l'environnement. Elle nous parle du passé, notre passé industriel, notre actualité aussi qui est toujours industrielle. Elle nous parle aussi de notre futur, puisque l'amiante, c'est des conséquences écologiques, sociales, sanitaires qui vont encore se faire sentir dans les 20 ans qui viennent. Pourquoi je vous parle de l'amiante? Parce que au niveau européen, par exemple, il y a un manque. On avait eu un avis en 2015, un rapport européen qui est un avis, il disait il faut interdire l'amiante. Il faut l'interdire, c'est pas bien. Dans tous les pays européens, on va décider d'interdire l'amiante. Mais le rapport n'a pas été suivi des faits. Et c'est tout ce qu'on reproche actuellement au système européen tel qu'il fonctionne. C'est que vous avez des rapports qui sortent et derrière, aucun effet. Et là, on est sur des combats très concrets. C'est-à-dire en France, l'amiante, c'est 1700 morts par an, en moyenne. Depuis 65, c'était en moyenne 50 000 morts. Encore les morts qui ont été reconnus et reliés à l'amiante. Bon, on va sur des chiffres dans les 20 ans qui viennent de 200 000 morts liés à l'amiante et à ses conséquences. Alors l'amiante, vous savez, ceux qui ne connaissent pas, c'est cet isolant qui était l'isolant miracle, pas cher, soi-disant, et puis isolant du feu, qui a été mis partout pendant des années. On y avait d'ailleurs un gros site de production ici dans les Hauts-de-France, à Thian, près de Valenciennes, où on avait des gens qui vidaient les sacs d'amiante à bras nus, par exemple, dans les années 60-70. Dans ma famille, c'était le cas, par exemple. Un arrière-grand-père qui vidait les sacs d'amiante à bras nus. Bien sûr,
Il est mort de sa mort naturelle, comme le médecin a dit. Il a juste eu un cancer de la peau, un cancer du poumon, etc. Bon, mais il est mort de sa belle mort dans son lit. Et donc il n'a pas été relié comme un mort de l'amiante. Il y en a des dizaines dans nos familles. L'Europe peut jouer un rôle ici. L'Europe peut intervenir. Ce rapport qui est resté lettre morte, il peut devenir quelque chose d'effectif. Actuellement en Europe, seule la Pologne a pris des décisions pour créer un fonds d'investissement pour désamianter le pays d'ici 2032. Seule la Pologne. Que fait l'Europe? Que fait l'Europe sur cette question sociale capitale pour notre avenir, pour l'avenir environnemental, pour la santé de nos enfants? Puisque l'amiante, on n'en produit plus en France, mais il est toujours présent parmi nous. Je lisais un article aussi de Bastamag, 20 millions de tonnes. 20 millions de tonnes d'amiante qui sont encore diffusées autour de nous, qui sont encore présents parmi nous, dans nos collèges, dans nos écoles, dans nos bâtiments publics, dans les logements sociaux. 3 millions de logements sociaux sont encore à traiter au niveau de l'amiante. Donc cette amiante est une bombe à retardement, et au niveau européen, un député insoumis, par exemple, pourrait porter le combat en proposant de créer un fonds européen qui serait mobilisé sur les amiantages, avec notamment aussi un audit européen des quantités d'amiante, parce qu'actuellement on sait à peu près qu'en France c'est 20 millions de tonnes d'amiante qui sont encore présentes, mais combien de tonnes d'amiante dorment encore partout dans les bâtiments publics en Europe? Je vous rappelle que seule la Pologne a pris la décision actuellement de désamianter son pays. Bon voilà, ces sujets, ce sont des combats que nous porterons, bien sûr si nous sommes élus, mais j'entends insister à nouveau là-dessus, ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que du travail que vous allez pouvoir faire, parce que ce ne sera pas qu'un travail de militant politique, ce sera aussi à vous d'aller convaincre dans vos familles, dans vos voisins. L'élection européenne est capitale. 20% des lois françaises découlent directement de décisions européennes. 20% des lois françaises découlent directement de décisions européennes. 40% dans certains domaines. 40% des lois françaises découlent de décisions européennes, par exemple dans le domaine de l'agriculture. 40% des lois françaises découlent de certaines décisions européennes dans le domaine de la pêche, par exemple. Donc ce sont des enjeux capitaux pour nous. Donc à vous d'être des citoyens actifs et investis dans cette démarche de conviction que vous aurez à faire aussi auprès de vos voisins, de vos familles. Ce n'est pas une élection qui compte pour rien. Ce n'est pas une élection pour du beurre. C'est aussi la première marche vers la suite, puisqu'après, notre mouvement continuera à progresser avec vous et à devenir plus fort. Et si nous ne réussissions pas cette étape, eh bien, la route sera toujours claire, mais le chemin sera un peu plus difficile. Donc je vous invite vraiment à reprendre conscience de cette importance des élections européennes. Vous savez, moi, il y a quelques années aussi, l'élection européenne, pour moi, c'était un entraînement à d'autres élections. C'était un échauffement pour plus d'élections. Quand on est militant, on se disait on va faire une campagne sympathique, sans trop de conviction, sans trop se fatiguer. Mais là, l'urgence est à nos portes. On ne changera pas la politique environnementale, la politique industrielle, la politique de santé si on n'a pas des élus combatifs et insoumis au niveau européen. Je ne m'attarde pas plus là-dessus parce que je pense que Sophie parlera de notre stratégie au niveau européen peut-être et au niveau des alliés que nous pouvons avoir, parce que nous ne sommes pas seuls, contrairement à ce que certains peuvent dire. Nous ne sommes pas des nationalistes, nous créons des nouvelles solidarités avec d'autres organisations en Europe. Voilà, donc je voulais vous transmettre simplement ce message ce matin, et puis je vais passer la parole à mes collègues, mes amis ici présents. Je vous remercie. Donc plus un pas en arrière sur l'abstention, hein. On y va et on gagne. Julien, il est déjà prêt, il a préparé des fiches, mais finalement il les a pas lues du tout. Ce sera moins mon cas. Donc comme il a été dit dans l'introduction, je suis une des petites sentinelles laissées à Bruxelles. Je suis pas très loin de chez vous, mais je viens pas de votre circonscription. Laissée par Jean-Luc Mélenchon quand il est devenu député national, député à l'Assemblée nationale, puisqu'avant lui-même était député européen. Donc il a laissé quelques sentinelles, y compris un député européen insoumis, Younous Omarjee, je vous en reparlerai. Vous savez, dans la presse, on a commencé cette campagne des européennes, qui sont donc en mai prochain, en disant on va en faire un référendum anti-Macron. Et tout de suite, on s'est fait accuser par les macronistes de dire « Ah bah c'est ça, vous ne voulez pas parler d'Europe ». Mais précisément parce qu'on fait un référendum anti-Macron, précisément parce que la libéralisation du rail, tous les projets actuellement en cours par le gouvernement
à un moment, sont aussi pensés et travaillés à Bruxelles, avec les amis finalement technocrates qui sont dans la même logique ultralibérale de coupe systématique dans tous les services publics partout en Europe. Les problématiques sont les mêmes en fait. Le moule Macron finalement vient aussi de Bruxelles et on a plein de petits clones de Macron à Bruxelles dans les couloirs où on travaille au Parlement européen. Donc il a dit, Julien, c'est très important de faire voter les gens, de faire en sorte qu'ils aillent s'inscrire déjà sur les listes électorales et après qu'ils aillent aux urnes. Pour ça, il faut aussi leur donner envie. Il faut donner envie. Il faut parler d'Europe, il faut parler de ce que nous sommes en train de faire avec maintenant le peuple, vous le savez, avec nos partenaires européens. Sinon, on va vous expliquer que ça ne sert à rien, on ne peut pas gagner de combat, mais si, on en gagne. Vous avez vu, avec 17 députés à l'Assemblée nationale, nous sommes désormais la première force d'opposition dans ce pays. Avec un seul député insoumis au Parlement européen, imaginez si on multiplie ce score par 10 ou 20 ou plus. Vous imaginez, et Younous Omarjee, notre député européen insoumis, il en a gagné des batailles, on peut gagner. Il faut vraiment qu'on ait une narration positive sur cette élection, en expliquant notamment la bataille du glyphosate. Donc Julien a posé un autre pion avec celle de l'amiante. Sur le glyphosate, par exemple, nous au niveau du Parlement européen, on a gagné. Et donc on est en train de pousser petit à petit le gouvernement français à devoir suivre aussi cette dynamique. On a gagné aussi sur la pêche électrique, c'est peut-être passé plus inaperçu ici, vous n'êtes pas directement sur la mer, mais croyez-moi que les côtes du nord de la France qui subissaient une concurrence très importante par les bateaux néerlandais qui pratiquaient cette pratique de pêche qui est assez barbare, hein. C'est quand même, on fait quand même le choc, un choc électrique sur les poissons. On a réussi aussi ça, à gagner cette bataille au sein du Parlement européen. Donc donner des éléments comme ça de victoire. Je fais juste une petite incise aussi pour vous raconter une anecdote qui vient d'arriver cette semaine. Younous Omarjee travaille en une commission qui est la commission environnement. C'est pour ça qu'il travaille beaucoup sur la pêche électrique, sur le glyphosate et ces sujets-là. Et là, il était venu intervenir cette semaine sur le GEFTA, qui est le prochain accord Union européenne-Japon. Vous pourrez aller voir sur Internet la vidéo de son intervention, puisqu'il explique notamment que c'est, vous savez, le même type d'accord de libre-échange qu'on vous fait toujours, abaisser les droits de douane pour importer n'importe quelle cochonnerie de l'étranger. Et en plus, toutes les ONG démontrent que cet accord de libre-échange est en plus particulièrement climaticide. Donc il y a tout un tas de mesures. Donc d'un côté, on a la COP21, c'est super, et de l'autre, dans la pratique, on importe des denrées particulièrement dommageables en matière d'environnement. Et donc il fait son intervention très bien, comme plein d'autres députés. Il y a aussi des députés Rassemblement National qui disent des choses toutes les plus extrême droite possibles et imaginables. Et il rentre à son bureau et il reçoit un email d'un service du Parlement européen. C'est pas son premier mandat à Younous Omarjee et il connaît plutôt bien le Parlement européen, mais on a tous, pas seulement lui, mais tous découvert qu'il y avait un service au sein du Parlement chargé de vérifier les tweets et les interventions des députés européens pour voir si c'était politiquement correct ou, voire pire, et finalement une police de la pensée. Donc ils lui ont demandé de retirer son tweet alors qu'il disait quelque chose de très très factuel. Il expliquait que cet accord avait été signé par Juncker et ses confrères du Japon sans que le Parlement européen ait eu quelque chose à dire. On lui a demandé de retirer ça. Donc il y a vraiment une police de la pensée qu'il faut qu'on continue à dénoncer. C'est les députés européens, comme les députés à l'Assemblée nationale, nos insoumis, ils ne se taisent pas. Ils portent les combats, ils sont lanceurs d'alerte. Donc vous avez Younous sur ces sujets-là, mais vous avez par exemple Laurent Courtois qui pourrait être le lanceur d'alerte sur les questions SNCF, train et rail en Europe, en général. Transport même en général. Et puis en plus, il a Borgiali qui est un peu l'autre versant, mais du sud de la France, marseillais. Julien Poix pourrait travailler sur les questions d'éducation. On a plein de sujets qui peuvent être couverts comme ça au niveau de l'Union européenne. Donc, il faut se rendre compte aussi que dans ce nouveau Parlement européen, les choses seront très très différentes qu'actuellement. Jusqu'à, il y a encore très très peu de mois même, vous aviez ce que l'on appelait la grosse coalition. Vous saviez, le PPE, la droite européenne et les sociodémocrates européens votaient tout ensemble toujours. Et comme ils s'unissaient, ça leur permettait de passer en force n'importe quel texte. Sauf que dans les prochaines élections, je ne sais pas si vous avez vu, mais la droite européenne est extrêmement divisée entre droite
dure et droite plus molle. Ben, vous avez par exemple Viktor Orban en Hongrie, qui n'est pas franchement d'extrême droite, mais presque. Alors du coup, il reste dans la droite, mais du coup, il veut quand même partir. Bref, la droite est en train de se diviser. Les macronistes, bon, certes, vont arriver. Les sociodémocrates vont baisser. Ce qui fait qu'on aura un Parlement européen avec plein de petites unités comme ça différentes. Plein de forces politiques. Ce qui nous permet à nous, si vous voulez, avec même un score correct, mais pas aussi grand qu'on pourrait l'imaginer, nous permettra de tirer notre épingle du jeu dans ce nouveau Parlement. Donc c'est vraiment le Parlement de tous les possibles, celui qui va venir. Et enfin, on ne sera pas seul, et on ne l'est déjà pas seul, puisqu'en avril dernier, vous le savez sûrement, on a lancé notre alliance qui s'appelle « Et maintenant le peuple » avec Podemos en Espagne, le Bloco au Portugal, et puis en juin dernier, on a encore fait 3 nouvelles adhésions. On a les pays du Nord qui nous ont rejoints maintenant, les Danois, les Suédois, et j'ai oublié le troisième, je ne sais pas pourquoi maintenant, parce qu'on est dimanche peut-être. Donc on travaille avec eux sur des campagnes thématiques, un petit peu ce que vous faites, ce qu'on fait ici, vous savez, sur la campagne évasion fiscale. Et ben on s'est dit, bah tiens, si on faisait pas ça en commun tous ensemble. Donc on a lancé une grande campagne évasion fiscale. On a posé des amendements en commun au niveau du Parlement européen, mais aussi on s'est inspiré des projets, des propositions de loi des uns des autres. Podemos avait aussi travaillé comme nous à l'Assemblée nationale sur le sujet, on s'est échangé nos textes, on se donne vraiment nos billes, nos atouts les uns les autres pour faire en sorte que partout, dans le même mois, on fasse de l'évasion fiscale un sujet pour nous, sur nos bases, sur nos propositions. On fait aussi grand cas de la lutte contre les lobbies, du 100% renouvelable. Donc finalement, tout ce que vous voyez dans l'AEC, dans toutes les grandes lignes en tout cas, puisqu'après il y a certains sujets qui sont très franco-français, mais dans toutes ces grandes lignes, on est systématiquement en train d'échanger avec ces 6 partenaires actuellement, mais bientôt probablement plus, pour fonctionner de façon coordonnée au niveau européen. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui a un grand acquis et on va transformer l'essai finalement avec ces élections européennes. Et si on a ces points d'accord, on les a aussi sur la stratégie, la méthode. Là, j'y viens au plan A, plan B. Finalement, le plan A, plan B, ce n'est pas un programme politique, c'est une stratégie, c'est une méthode. On l'a développé pendant la présidentielle, donc dans une version exécutive de prise du pouvoir, on arrive à faire un gouvernement insoumis. Voilà comment on va procéder dans le rapport de force. Donc l'idée, c'est de garder cette notion de rapport de force. Ce n'est pas de dire simplement plan A, une Europe rêvée, plan B, on se tire, mais c'est de poser des bases, puisque finalement l'Allemagne, elle ne fait rien d'autre. Et c'est bien ce qu'elle fait à Macron, qui croit à son couple franco-allemand qui n'existe pas. Cette semaine encore, le ministre allemand a renié les propositions de Macron. Donc il faut qu'on fasse finalement répondre à l'Allemagne, se poser en véritable pays voisin et non soumis. Donc je vous racontais ça parce qu'on peut prendre par exemple un exemple. Le protectionnisme. Nous, évidemment, ce serait mieux sur le principe que le protectionnisme soit aux frontières de l'Union européenne. Qu'on établisse par exemple que tel pesticide ou tel OGM ne puisse pas rentrer sur les territoires français, ou que tel produit, parce que, je sais pas, la France produit par exemple, et l'Italie produisent beaucoup d'huile, eh ben on ne fasse pas, comme on l'a fait encore cette année, un accord avec la Tunisie pour importer énormément d'huile tunisienne qui va faire de la concurrence à nos propres producteurs, pas parce qu'on est raciste et qu'on ne veut pas de l'huile tunisienne, mais parce que l'huile tunisienne déjà pourrait profiter à sa population avant d'être exportée, et ensuite parce qu'il faut bien aussi que nos producteurs à nous vivent. On sait faire ces choses-là, c'est des questions douanières, on sait poser une taxe, un contingent tarifaire, dire vous pouvez importer chez nous tant de quotas, mais au-delà on vous mettra une taxe douanière. On sait faire ce genre de choses. Dans l'absolu, ce serait mieux que tous les pays européens puissent bénéficier de ce système protectionniste solidaire. Si c'est pas possible, ce qu'on dit, c'est que nous, on le fera au niveau français. Et on fait la gageure qu'on ne sera en plus pas seul. Et qu'en réalité, d'autres pays nous rejoindront dans cette dynamique positive et moteur sur des changements fondamentaux de politique sociale et environnementale en Union européenne. Donc voilà, je voulais juste donner quelques billes, et je crois qu'on est suffisamment peu nombreux pour peut-être éventuellement faire une ou deux questions à la fin. S'il nous reste du temps, mais quelques billes pour aussi parler de ce qu'on peut faire dans ce Parlement européen. Merci. Merci Sophie. Bonjour à tous.
Je voulais dans un premier temps remercier l'ensemble des militants de la France Insoumise qui ont fait preuve d'une énergie incroyable ce week-end sur la braderie. Vraiment, j'ai suivi ça de loin hier. J'étais moi-même sur la braderie d'Em et je tenais à vous féliciter vraiment par rapport à tout ce que vous avez pu entreprendre. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Simien, je suis de Roubaix, j'ai 26 ans. Dans la vie de tous les jours, je suis chargé de clientèle dans une agence d'emploi. Maintenant que vous connaissez mon CV, je vais m'attarder sur ce qui m'importe. C'est ma ville, c'est Roubaix. Roubaix, pour ceux et celles et ceux qui ne connaissent pas, et pour éviter les clichés, c'est un habitant sur 3 qui est au chômage aujourd'hui. C'est 3 personnes sur 4 qui bénéficient des prestations sociales. C'est près d'une personne sur 2 qui bénéficie du RSA. Quand dans la région, ce sont seulement près de 30% de la population qui en bénéficie. C'est 5500 logements aujourd'hui officiellement déclarés insalubres. Je ne vous parlerai même pas des autres logements qui ne sont pas officiellement reconnus, dégradés. Aujourd'hui, c'est également près d'une personne sur 3 qui bénéficie de la CMU. Et pour les autres personnes qui ne peuvent pas bénéficier de mutuelles d'entreprise, eh bien la santé, ça reste un luxe. Alors aujourd'hui, pourquoi je suis candidat? Je suis candidat parce que dans ma ville, malgré tous ces fléaux, malgré toutes ces problématiques, près de 70% des personnes ne se sont pas exprimées dans les urnes lors des dernières élections législatives. Et près de 45% d'entre elles ne se sont pas exprimées également pour les présidentielles. Aujourd'hui, cette abstention est